Bonsoir. Des élections législatives et municipales dans le calme au Cameroun, mais avec un taux de participation jugé faible. Ces élections étaient destinées à élire les 180 députés de l'Assemblée nationale. Au niveau des municipales, le contrôle des mairies de certaines grandes villes était l'un des enjeux majeurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du président Paul Biya est assuré de conserver sa majorité parlementaire. Mais le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui avait appelé au boycott, n'a pas pris part aux élections. Celles-ci se sont déroulées dans un contexte sécuritaire préoccupant en zone anglophone et dans l'extrême nord. En effet, le pays fait face depuis 3 ans à une insurrection séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et à des attaques djihadistes dans les zones frontalières du Nigeria. Nous analyserons avec nos invités le déroulement et l'importance de ce scrutin, ainsi que la crise qui sévit dans les régions anglophones. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Direction Yaoundé à présent pour voir comment les Camerounais, les responsables des partis politiques et le gouvernement réagissent après ce double scrutin du 9 février. Alors que le taux de participation et de présumés manquements dans la conduite du scrutin sont évoqués du côté de l'opposition, le RDPC au pouvoir se montre plutôt serein dans l'attente des résultats définitifs. Reportage sur place, Emmanuel Jultap. Au lendemain des élections législatives et municipales, le taux de participation aux élections fait la une des journaux. Un sujet qui ne laisse pas les Camerounais indifférents à Yaoundé. Au lieu de boycotter, au lieu de descendre dans la rue pour revendiquer, il faut aller accomplir le devoir citoyen qui est le vôtre. C'est la voie pacifique et c'est la voie démocratique par laquelle toute personne qui aime son pays devrait passer. Au soir du scrutin, le gouvernement s'est invité dans ce débat et sa position est claire. Le mot d'ordre de boycott lancé par certains responsables des partis politiques qui, en réalité, ont eu peur de participer aux élections, a été complètement ignoré par l'immense majorité des Camerounais. Cet avocat anglophone réside à Yaoundé. Il ne croit pas à une participation massive des Camerounais au scrutin du 9 février dernier. Il n'a pu se rendre dans son village pour voter à cause de l'insécurité. Les Camerounais pensent que participer à une élection n'atteint aucun but. Parce que les résultats sont connus d'avance, telle est la position des Camerounais. Au siège du RDPC, le parti au pouvoir, pas question d'évoquer le taux de participation. L'équipe de permanence compile plutôt en toute sérénité les résultats du moins satisfaisants des législatives et municipales. Premièrement, les Camerounais sont allés voter. Deuxièmement, ils sont allés voter dans la paix, dans la tranquillité, sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que c'était le principal objectif. Pour ce qui est du reste des détails sur le taux de participation, sur les résultats définitifs, je pense qu'il y a des instances compétentes qui nous diront ces choses dans le moment venu. Ailleurs, comme ici au siège de l'UNDP, l'après-scrutin se traduit par un sentiment de déception dans la conduite du processus électoral. Nos militants sur le terrain ont fait face à beaucoup de difficultés. Encore le toilettage des listes électorales qui n'a pas été suffisamment fait. Et encore l'enquête qui n'a pas été totalement indélébile et qui était insuffisante dans la plupart des bureaux de vote. Des plaintes aussi au sein de la jeune formation du PCRN. Elle a cependant, selon son secrétaire général, obtenu quelques bons résultats pour cette première participation aux élections locales. Nous sommes déçus à cause de la fraude massive qui a tué l'espoir de plusieurs communes dont la sympathie était avérée et elle était tangible vis-à-vis de notre parti. Et aussi le phénomène des charters, les gens qui quittaient d'autres villes pour venir voter là. Plus de 60 formations politiques ont pris part au double scrutin. Les conseillers municipaux élus à l'occasion vont désigner pour la première fois les conseillers régionaux. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Jultap. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Yaoundé, le professeur Claude Abbé, sociologue. Toujours à Yaoundé, notre confrère Eli Smith. Et à Paris, Morgan Palmer, fondateur du mouvement progressiste MP3. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat.
Alors, je démarre avec vous, professeur Claude Abbé. On sait que traditionnellement, le scrutin présidentiel mobilise plus de monde que les autres types de scrutins. Mais pensez-vous que l'appel au boycott du MRC ait joué un rôle quelconque dans la participation? Assurément, puisque le MRC a ses militants. On ne peut pas dire que le MRC n'est pas ses militants et que ça n'ait joué aucun rôle. Mais de là à lui accorder le rôle prépondérant ou le rôle le plus significatif, de mon point de vue, il faut faire une mise en perspective dans l'histoire de la participation au scrutin à caractère local au Cameroun. Et vous allez vous rendre compte que la barre des 70% a rarement été dépassée. Et vous vous rendrez également compte que la dernière élection présidentielle n'avait pas dépassé la barre des 54% du taux de participation. Et donc, de ce point de vue, c'est un élément, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un invariant qu'on enregistre dans le contexte de la participation électorale au Cameroun, qu'il n'y a pas déjà dans la plupart du temps un engouement. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour le dire, tout au moins pour cette fois-ci. On a, vous-même vous l'avez évoqué, la crise dans la partie dite anglophone qui est là. Et puis il y a cette désaffection politique peut s'expliquer aussi par le fait que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont une impression que la classe politique en général et pas seulement le RDPC parle d'un certain nombre de choses qui ne les concernent pas. D'accord, on pourra, si vous le permettez, revenir dans tout cela plus en détail. Alors, Ellie Smith, vous êtes également sur place. Hein, ceux qui choisissent de ne pas se rendre aux urnes mettent souvent en cause la sincérité du scrutin. Est-ce que vous avez l'impression que les élections de dimanche se sont déroulées dans la transparence? Non, dans la transparence, non, parce que nous avions eu les cas, par exemple, à Kumba, un monsieur qui a été arrêté par la police et qui est une bonne chose, qui avait voté 89 fois. Et on a la situation ici que les militants du PCRN se sont plaints. Dans la transparence, non. Dans le calme, oui. Et quand une élection, personnellement, je pense que pour gagner, par exemple, ce qu'on appelle l'insurgency dans le nord-ouest et du sud-ouest, c'est peut-être le Grand Nord, il faut deux choses, l'argent et la démocratie. Mais quand la démocratie ne reflète pas, ou les élections, ou ceux qui seront élus ne reflètent pas le désir de la population, il y a un problème. Alors, Morgan, le MRC avait-il raison de boycotter ces élections? On parle tout de même d'une soixantaine de partis ayant pris part à ce scrutin. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Écoutez, nous, on a eu une position assez neutre sur cette question. L'idée, c'était de dire que nous sommes en République, qu'il fallait avoir une attitude républicaine. Et en l'occurrence, on pensait que ceux des Camerounais qui ont choisi de participer à cette élection, ils en avaient parfaitement le droit. Il fallait respecter leur choix. De même pour ceux qui ont décidé de la boycotter, puisqu'il n'est pas inscrit dans notre loi l'obligation pour un citoyen de participer à une élection. Et il n'est non plus inscrit dans notre loi l'interdiction d'interdire à des gens d'appeler au boycott. Donc après, chacun sa stratégie. Moi, je crois que les raisons qui ont été énoncées, qu'on a entendues de part et d'autre, notamment la situation du pays, avec la multiplicité des théâtres d'opération, c'est des arguments qui tiennent la route. Bon, on aurait quand même aimé aussi que ces arguments soient évoqués il y a un an à rebours, lors de la présidentielle. Nous, dans l'ensemble, nous considérons que aujourd'hui, en réalité, notre pays a un besoin urgent d'aller au rassemblement, d'aller à la réconciliation de ses citoyens. Parce que de toutes les façons, vous voyez bien que cette élection n'est en train de rien arranger. J'entendais quelqu'un parler de transparence tout à l'heure. Moi, j'ai envie de m'inscrire dans la même veine que lui, en disant qu'on ne peut pas parler de transparence à partir du moment où même le parti au pouvoir, aujourd'hui, est en train de se pouvoir en recours pour annulation, parce qu'ils estiment qu'il y a eu des tripatouillages dans certains bureaux, ce qui fait un peu sourire quand même, cette ironie du sort. D'accord. Donc voilà, on est voir. dans une position qui est très...
Oui, on va attendre de voir comment tout cela va évoluer. Alors, professeur Claude Abbé, il y a aussi, on a parlé du MRC, mais il y a le parti de la réconciliation nationale du Cameroun de Cabral Liby qui, lui, a battu campagne et a participé aux élections. C'est un jeune parti, on parle beaucoup de ce parti. Quelle est la stratégie, justement, de ce parti? Est-ce que vous pensez que cela a payé? Avant de parler de la stratégie de ce parti, il faut vous dire que le parti de M. Kamto rejoint dans l'appel à l'abstention le parti de Kawala, Chipipi, qui a refusé avant de la présidentielle, qui est resté cohérent avant la présidentielle même, qui avait dit si les problèmes dans la partie anglophone ne sont pas résolus, elle ne va pas aux élections, que ce soit les présidentielles comme les élections locales. Je vois des gens qui font une emphase particulière sur le cas MRC. Ce n'est pas le seul parti qui est appelé à cela. Deuxième élément, pour la question que vous posez, il me semble que ce parti, qui était jusque-là un parti méconnu, bien qu'il existait, M. Cabral Liby a contribué à partir de la notoriété qu'il a pu acquérir dans ses diverses interventions médiatiques. Et de sa stratégie, sa manière d'opérer en allant vers la jeunesse pour amener cette jeunesse-là à davantage s'impliquer et à être concernée par la chose politique. Il me semble que cette jeune formation politique a plutôt une stratégie qui me semble payante aujourd'hui, compte tenu du fait que lui-même, M. Cabral Liby, d'après les estimations qui viennent, aurait gagné dans la circonscription où il s'est présenté et serait élu député. De la même manière, au niveau du littoral, d'une grande ville comme le littoral, on voit une percée de cette organisation. Là, on se rend compte également qu'il y a un élément important qu'il faut ajouter. C'est que cette formation politique ne va pas se limiter, comme on l'a vu pour un certain nombre de partis politiques, à une sphère communautariste de son dirigeant. On voit également que dans la partie du Septentrion, où le parti est lui-même né, il y a un certain nombre... Oui, on a bien compris. Si vous le permettez, Elie, parlons quand même un peu du SDF. Quel est aujourd'hui son poids dans l'échiquier politique depuis la retraite de son leader historique, John Frundry? Est-ce qu'il s'est bien comporté, ce parti, pour ces élections? Non, pour le moment, il ne s'est pas bien comporté parce que, premièrement, les fiefs historiques du SDF sont en guerre et l'autre partie qui est l'Ouest et le littoral, malheureusement, beaucoup de ces militants, parce que là, il faut qu'on dise les choses comme il se doit, par sympathie tribale, se sont ravivés vers le MRC. Donc, ça fait que le SDF n'a pas pu bien se comporter depuis... Bon. Donc, mais le SDF, depuis que ton chairman, à cause de maladie, s'est un peu retiré, il n'a plus la vigueur, a aussi contribué, mais pas uniquement ça. Le problème fondamental du SDF est que le SDF n'a pas pu se adapter aux changements démographiques. Mais de l'autre côté, le SDF aussi paye parce que le SDF a joué un rôle républicain, parce que le SDF a choisi de rester dans la République. Le SDF a choisi, par exemple, de soutenir le dialogue national et refuser le boycott. Et le SDF paye ça. Mais si c'est ça, donc je crois que c'est un sacrifice qui est important pour que le Cameroun reste uni. D'accord. Alors, Morgane, est-ce qu'on est en train d'assister à une recomposition du paysage politique au Cameroun? Vous-même, vous avez lancé votre propre mouvement politique. Oui, bien sûr qu'il y a une reconfiguration de la politique, en tout cas du personnel politique au Cameroun. Moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est de voir l'implication de la jeunesse, dans les personnes qui concouraient donc à cette élection, sachant que nous, il y a quelques mois à rebours, nous avions appelé, en mettant en place un casting politique, à l'érection de nouveaux visages dans la scène politique, en considérant que la politique n'était pas que l'affaire des apparatchiks,
Et qu'aujourd'hui, si on est dans un élan de démocratie participative, de se dire qu'on questionne le bilan de la majorité actuelle, plus de 4 décennies d'échecs complets, il faut peut-être aujourd'hui penser à renouveler le personnel, les figures qui sont appelées à incarner la politique. Donc effectivement, et nous d'ailleurs, bien qu'on n'y ait pas participé à cette élection, nous avons appelé à un large vote pour le renouvellement du personnel politique, pas simplement le rajeunissement, parce qu'il y a des gens, sans forcément être des jeunes, qui peuvent avoir des choses à apporter à leur pays, qui sont mus par une espèce de patriotisme. Voilà. D'accord. On a peut-être quelques temps pour aller en break. Le temps peut-être pour nous de poser au professeur Abbé cette question. Le président Biya a annoncé que les conseillers régionaux seront élus pour la première fois et ils seront choisis par les conseillers municipaux. Vous considérez cela comme une avancée vers plus de démocratie? Chaque fois qu'il y a élection, de mon point de vue, il y a une avancée vers la démocratie. Maintenant, c'est la manière dont cette élection est organisée. C'est-à-dire que si, avant tous ces éléments, il y avait eu une remise à plat du code électoral qui reste un contentieux dans la pratique politique au Cameroun aujourd'hui, la pratique électorale, de mon point de vue, on pourrait dire véritablement qu'on est en face d'une avancée. Mais il s'agit d'une avancée en demi-teinte, en raison justement de ce climat. En raison de ce climat où on a un certain nombre qui continuent de protester contre les dispositions de ce code-là qui, visiblement, sont des dispositions qui posent de réels problèmes. D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous en propose juste quelques-uns. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit l'appel au boycott du MRC de Maurice Kamto a été vain car le système RDPC est assis sur la dictature. Le président Paul Biya a tout verrouillé. Il est impossible que l'opposition prenne le pouvoir. Kevin Kayinda, toujours à Kinshasa, boycotter une élection est une mauvaise décision car cela permet au pouvoir de s'accrocher. Et puis Omar Boulalé à Djibouti écrit « Sans paix sociale et un partage économique équitable, il n'y aura pas de stabilité au Cameroun ou partout ailleurs. » Et puis voilà quelques-unes des réactions. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia, toujours à la présentation. Alors, nos invités à Yaoundé, le professeur Claude Abbé, sociologue, directeur de l'Institut de recherche socio-anthropologique, toujours à Yaoundé, notre confrère Eli Smith, et à Paris, Morgan Palmer, fondateur du mouvement progressiste MP3. Alors, l'opposant camerounais Maurice Kamto est en visite à Washington. Le leader du MRC, qui a été emprisonné pour s'être proclamé vainqueur de la présidentielle de 2018, avant la proclamation des résultats officiels, appelle à la libération des leaders sécessionnistes en vue d'un règlement du conflit. La crise anglophone est d'ailleurs l'une des raisons évoquées pour justifier son appel au boycott des élections. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec John Lyndon dans les locaux de la Voix de l'Amérique. C'est depuis 2012 et dans notre projet de société que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Le plus terrible et le plus triste, c'est que ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a pris la tournure que nous connaissons aujourd'hui, conflit armé, nous avons proposé au gouvernement qu'à défaut pour le président en fonction d'aller dans les régions anglophones pour tenir un discours d'apaisement, qu'il envoie une délégation politique composée des représentants, disons des membres du Parlement représentant divers partis politiques à l'Assemblée nationale, composée
des leaders religieux et des leaders de la société civile ainsi que des chefs traditionnels, porteurs d'un message de paix et d'apaisement. Cela n'est jamais arrivé, et d'ouvrir ensuite le dialogue. Je voudrais indiquer très clairement ce que nous avons proposé comme solution. C'est une approche en 4 points. Le premier point, c'est de remettre en liberté, de libérer tous les prisonniers politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, sans tenir compte des actes posés par les uns et les autres. Et je dis y compris M. Ayuk Tabe Sisikou et ses camarades qui ont été condamnés récemment à la peine à vie, à l'emprisonnement à vie, et qui sont détenus à la prison principale de Yaoundé. Il faut les libérer pour leur donner la possibilité d'abord de respirer, d'aller voir ce qui reste de leur famille dans les zones en question, mais surtout de se concerter entre eux pour arrêter leur position et désigner leurs représentants à ce dialogue. Voilà, alors Claude Abbé, faut-il libérer les leaders séparatistes comme le demande Maurice Kamto? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il faut bien que si on veut faire un dialogue au sens propre de ce terme-là, il faut que les gouvernements camerounais aient en face d'eux une partie et des acteurs avec qui dialoguer sur cette question-là. Non d'un autre point de vue, parce que il y a une dimension politique et puis il y a une dimension juridique dans cette affaire, qui fait que probablement un certain nombre, je n'ai pas connaissance du fond du dossier, un certain nombre serait probablement allé un peu plus loin que ce qu'on aurait pu s'attendre. Et de ce point de vue-là, il ne faudrait pas encourager d'autres Camerounais installés à l'intérieur du pays à prendre les armes contre la patrie. De mon point de vue, ce serait un blanc-seing de dire qu'il faut libérer tout le monde sans nécessairement voir comment le faire et qu'est-ce que cela peut avoir comme contre-effet sur le reste de la société. D'accord. Et vous, Ellie Smith, faut-il oui ou non libérer les séparatistes emprisonnés au nom du dialogue et au retour à la paix? Oui, nous avions toujours encouragé et nous pensions qu'il faut libérer tout le monde, en particulier Ayuk Tabe Sisikou, parce que c'est le leader emblématique du nationalisme anglophone. Vous savez, ce n'est pas seulement en 2012 que le problème anglophone a commencé, ça date depuis 1972, la fin du système fédéral. Donc, les libérés... Ellie, Human Rights Watch a également indiqué qu'une centaine de personnes ont été enlevées par des séparatistes juste avant les élections. Comment est-ce qu'on peut dialoguer dans ce contexte? Non, les séparatistes ne sont pas les anges, en particulier ceux qui ont décidé de prendre les armes. Il y a toujours eu un relan indépendantiste dans la partie anglophone du Cameroun, en particulier depuis la fin du système fédéral. Mais ceux qui ont pris les armes, personnellement, je ne peux pas encourager les gens de prendre les armes. Ceux-là sont condamnables parce que eux, ils sont d'autant violents et intolérants que le système à laquelle ils ont pris les armes pour combattre. Mais je voudrais dire ici, comme le feu McCain, je ne voudrais pas faire le false equivalence en termes de violence, mais pour que la paix revienne au Cameroun, il faudra qu'on ait le courage de s'asseoir et discuter. Mais ça a même déjà commencé quand il y a eu le grand dialogue national. C'est un début et c'est aussi une reconnaissance qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Oui. Morgane Palmo, pour qu'il y ait justement un dialogue, il faut que chacun fasse un geste. Comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre autour d'une table dans ce contexte? Oui, je crois que la responsabilité, elle est gouvernementale. Vous savez, il y a quelques mois à rebours, ils ont appelé un grand dialogue national, mais qui n'était pas inclusif, parce qu'on a bien vu que plusieurs acteurs de la scène, en tout cas parmi les plus représentatifs, les plus légitimes, n'avaient pas été conviés sur la table. Nous, à l'époque, nous appelions d'ailleurs aux États généraux du Cameroun, parce que pour nous, la trinité essentielle qui doit battre aujourd'hui le rythme de notre pays, c'est de rassembler, réconcilier les Camerounais pour reconstruire le Cameroun. On est parti sur les procès d'individus, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le procès de notre système qui doit être refait.
Et pour ça, nous pensions qu'il fallait des États généraux inclusifs, parce qu'effectivement, si on convoque aujourd'hui un dialogue pour régler que la question du Nord-Sud-Ouest, sachant que la problématique auquel on est confronté au Cameroun aujourd'hui est celle du partage de la richesse, la redistribution des ressources, puisqu'on a un phénomène, nous avons la majorité actuelle qui a confisqué toute la fortune publique, elle a pris en otage l'ensemble des ressources. Ça crée quoi? Ça crée des antagonismes, ça exacerbe la haine et des aigreurs. Donc nous pensons qu'il faut sortir de cette privatisation des profits et mutualisation des pertes dans lesquelles on est, parce qu'aujourd'hui tous les conflits que vous voyez au Cameroun tournent autour de la répartition. Et la diaspora dans tout cela, la diaspora dont vous êtes membre, comment est-ce qu'elle suit tout cela et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle suit tout cela avec la mort dans l'âme, surtout de savoir qu'en face, on n'a pas vraiment des interlocuteurs qui sont dans la responsabilité. Rendez-vous compte, on a des millions de gens, plutôt des milliers, j'allais dire, de gens qui meurent au Cameroun aujourd'hui sur les différents théâtres d'opération, mais ça n'a pas l'air d'émouvoir. Quand on entend des discours en guise de rhétorique, on nous sert des rhétoriques guerrières, des rhétoriques méprisantes. Je crois qu'aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'il faut, c'est que l'humilité puisse habiter les différents cœurs, qu'on soit capable de faire, comme vous le disiez tout à l'heure, un pas l'un vers l'autre. Et ça nécessite pour ça que chacun soit armé d'un peu d'humilité. Et la diaspora, elle regarde ça avec dépit, parce qu'on sait que le Cameroun aujourd'hui, c'est un formidable vivier de ressources humaines. Il suffirait simplement qu'on mette tous ces gens ensemble pour qu'ils travaillent à faire du Cameroun un pays, une puissance sur les années à venir. Donc, s'il y a un message que nous souhaitons adresser aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique, parce que ce soir encore à Paris, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a une agression de Camerounais par certains groupes antagonistes qui sont nés, qui ont été encouragés par la gouvernance actuelle, parce que exercer leur activité permet de détourner l'attention de l'opinion sur l'essentiel de notre pays, le bilan catastrophique de notre majorité actuelle. Donc, nous, on appelle évidemment au rassemblement, on appelle à la réconciliation des Camerounais, parce que de toutes les façons, les grands États périssent dans la discorde, les petits États grandissent dans la concorde. D'accord. Et justement, professeur Abbé, est-ce que la crise en région anglophone éclipse un peu ce qui se passe dans l'extrême nord, qui est aussi un autre problème aussi sérieux, sinon plus sérieux aussi? Il faut serrer les deux situations, c'est-à-dire que même si il faille qu'aujourd'hui les Camerounais se mettent autour de la table, je voudrais vous dire que, compte tenu du contentieux historique qui existe entre les Camerounais d'expression anglaise et ceux d'expression française, ceux d'expression anglaise ne comprendraient difficilement que vous traitiez d'une question qui les concerne en mettant sur la même table des djihadistes qui en réalité prennent qui prenant appui sur une idéologie, on revendique un califat. Je parlais principalement de l'aspect sécuritaire, pas forcément dans l'idéologie ou les revendications. Non, au niveau de l'aspect sécuritaire, effectivement, l'une et l'autre sont des crises sécuritaires. Maintenant, il faut tenir compte de la singularité de chacune pour les adresser. D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être en 5 minutes, Elie, un dernier mot, on va se quitter dans 5 secondes plutôt. Elie, si vous n'êtes pas là, de toute façon, on est au terme de cette émission, malheureusement. Je n'ai pas compris la question. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier, bien sûr, nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.